Bienvenue dans notre atelier. On va attendre que les participants se connectent un petit peu plus. Mais voilà, en tout cas, bienvenue, amis journalistes, étudiants, heu, collègues, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Plusieurs termes. En tout cas, bienvenue. Merci de participer, à notre atelier. Aujourd'hui, nous allons recevoir, Paul Ackermann, qui est le rédacteur en chef de, ID News. Bonjour Paul. Bonjour. Alors ID News, c'est un site d'information suisse francophone, et qui a été créé en mai 2019. Donc, voilà, un site d'information tout jeune. Mais aujourd'hui, Paul va nous expliquer, comment ce site, a augmenté son nombre, d'abonnements et en pleine pandémie, et aussi comment il s'est diversifié, vers d'autres domaines. Donc chers amis du public, n'hésitez pas à poser vos questions, dans les commentaires, et je serai en charge de, voilà, faire remonter les questions. Si voilà, faut que ce soit interactif, il y a pas de souci. Paul adore les questions, heu et il tâchera d'y répondre. Sans plus attendre, Paul, je vous donne la parole. Ok. Merci beaucoup de m'avoir invité. Effectivement, j'ai pas nécessairement structuré la présentation avec beaucoup d'exercices pratiques ou je ne sais quoi, mais par contre, je suis vraiment ouvert à être interrompu à n'importe quel moment pour répondre à vos questions, parce que c'est souvent comme ça qu'on peut aussi identifier les sujets qui vous intéressent le plus. Donc, je vais commencer ma présentation d'abord par présenter un peu la naissance du projet, parce que pour les auditeurs qui ne seraient pas suisses, vous ne nous connaissez peut-être pas. Donc, ID News, c'est un site effectivement très récent qui a été lancé il y a 1 an et demi. Il a été lancé par Serge Michel, ancien directeur adjoint de la rédaction du Monde, créateur du Bondi Blog, et Tibер Adler, ancien directeur d'Edipresse, le plus grand groupe de presse de Suisse romande. Et moi, je les ai rejoints après. Donc moi, je les ai rejoints quelques mois, semaines après le lancement. J'étais avant ça à la tête du HuffPost en France, que j'avais lancé 7 ans plus tôt avec Anne Sinclair. Et au bout de 7 ans, cette aventure entrepreneuriale de start-up m'a attiré voilà, par cette envie de revivre les débuts d'un média comme j'avais pu le vivre au HuffPost. Donc comme ça, vous avez un peu le cadre de la naissance de ID News. Plus concrètement, de quoi était fait ou est fait, mais surtout était fait, parce que vous verrez que ça a beaucoup évolué et c'est une de nos spécificités, mais de quoi est fait ID News à la base, quel est le concept. Au début, c'était, et ça l'est toujours, un média d'actualité, de science, de santé et d'innovation. C'est la partie du site qu'on appelle les flux, qui sont voilà, de l'information traitée par des ultra spécialistes, soit par des petits articles qu'on appelle les radars, soit par des vrais articles beaucoup plus approfondis, mais toujours sur une actualité du sujet des sciences, de la santé et de l'innovation. Après, on a élargi les thématiques. L'idée, dès le départ, était d'élargir beaucoup les thématiques, mais Serge et les autres fondateurs avaient la bonne idée de se lancer sur ces thématiques de sciences et santé qui, comme vous pouvez le pressentir, était un bon terrain pour cette année d'information un peu folle. Un autre pilier du site sont les explorations, et donc ça, c'est des séries de reportages ou d'enquêtes, un peu comme une série télé où on va, alors là, pour le coup, vraiment très dans le fond d'un sujet. Donc le sujet, la dernière qu'on a sortie, qui a fait beaucoup de bruit, c'était l'infiltration d'un journaliste dans un groupe complotiste. On a pu faire
aussi cuisine et spiritualité, le trail, une grande enquête sur le marché de l'art. Donc des sujets variés, mais qu'on publie donc en épisodes et qui vont vraiment au fond d'un sujet. On imprime 4 par année sous forme de petits livres. Je vous montrerai après. Donc 4, alors qu'on en publie sur le site une douzaine par année. Un autre pilier, le troisième pilier, si on veut, du site, c'est les newsletters. Un des grands succès a été le lancement de la newsletter matinale avant même l'existence du site, qui est très originale. Elle est envoyée chaque matin d'une ville différente à travers le monde. Au début, c'était Dakar, Hong Kong, Boston, etc. Et donc, ça a attiré, ça donne l'info de la région, mais aussi l'info générale du monde et de la Suisse. Et ça a très bien marché, ce qui a été une belle rampe de lancement pour le site. Donc là, vous voyez sur la présentation les revues imprimées, enfin 6 on en a imprimé plus que ça, mais ça vous donne un peu l'idée du produit. Donc, du point de vue du modèle économique, c'est un média indépendant, sans publicité, axé sur l'abonnement. Donc, ça aussi, c'était bien senti de le faire dans cette période qui a été particulièrement difficile d'un point de vue publicitaire. Donc, nous, on n'est pas du tout dépendant de ça. L'équipe est constituée de 4 personnes en marketing et administration, un développeur interne et 2 externes, et 12 journalistes et une quinzaine de pigistes. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas une énorme équipe, et malgré tout, très inventive, comme vous le verrez après. C'est donc, on va dire, un succès basé sur un dynamisme, une créativité permanente. Donc, si on devait définir généralement le concept, le slogan de base au début était journalisme suisse de précision. Et c'est grâce à cette expertise, on va dire, qu'on a réussi à s'imposer un peu comme une référence sur les sujets de science et de santé, qui étaient au centre de toute l'attention ces derniers mois. Mais ça, on a aussi su le faire évoluer au fil de l'eau pour s'adapter à notre public. Quelques exemples, je vous parlais du dynamisme, de l'invention permanente qui nous caractérise. Quelques exemples de choses qu'on a lancées au fil de l'eau. On a une émission vidéo qui s'appelle Pop Science, où une experte en sciences présente en utilisant des références de pop culture, des concepts assez compliqués de sciences fondamentales. Ça a été, on a été mandaté par une fondation suisse de promotion de la science auprès des jeunes pour faire ça. Donc voilà, un modèle économique assez particulier. Là aussi, un truc un peu différent de l'expertise très scientifique et on va dire pour des gens très informés qu'on a par ailleurs. On a lancé aussi dernièrement une version audio automatisée de notre newsletter matinale. Ça, c'est tout nouveau, donc c'est encore un peu expérimental, mais ça, donc vous pouvez écouter notre newsletter matinale lue par des robots, vu qu'elle est lancée, elle est envoyée au dernier moment, et ça finit sur Spotify, etc. Mais ça, c'est encore en phase de construction. On a une de nos explorations qui a remporté un Swiss Press Award, qui est le plus grand prix en Suisse. Donc, au bout d'un an, voilà, on en est particulièrement fiers, et ça montre la place qu'on a réussi à prendre. Et on a été mandaté par le canton de Genève et la Confédération pour lancer un média couvrant la Genève internationale. Donc, vous connaissez toutes les grandes organisations qu'il y a à Genève. Donc, c'est un autre média qu'on a lancé en parallèle qui s'appelle Geneva Solutions. Alors, Paul,
On a déjà une question parce que vous mentionniez auparavant le fait que c'était sans pub. Et on a une question de Claire, Claire Kéraudren, qui dit c'est super d'avoir une plateforme entièrement sans pub, mais est-ce qu'on a le droit à une période d'essai avant de s'engager à s'abonner? Est-ce qu'on peut raconter en fait justement ce modèle-là? Oui, donc on a. Vous m'entendez bien parce que je vois plus l'onglet où on était les deux ensemble. Donc Oui, dites-moi si vous m'entendez pas. Oui, il y a 1 mois de période d'essai avant de commencer à payer. Et d'ailleurs, on peut très facilement aussi se désabonner. On a tenu à ce que les gens, voilà, à pas emprisonner les gens dans notre abonnement. Donc, 1 mois de période d'essai et puis ensuite, on se désabonne quand on veut. Oui, je voulais juste signaler que par ailleurs, donc on n'a pas de publicité, on se base sur l'abonnement, mais on donne quand même une grande partie de notre contenu gratuitement. Donc, par exemple, tous les petits articles qu'on appelle radar, qui sont un peu, voilà, les informations intéressantes qu'on a vues sur d'autres sites dans les domaines qu'on couvre, sont gratuits. Et puis, je l'expliquerai après, on a aussi certains de nos papiers de fond dont on estime qu'ils ont un intérêt de service public qu'on met en gratuit. Et puis, sur les explorations, on met toujours le premier épisode en gratuit, ce qui est déjà vraiment un gros papier de fond, parce que l'idée, c'est que les gens, avant de s'abonner, aient le premier épisode, et puis après, les autres épisodes seront payants. Si je reprends le cours de la présentation, juste... Donc, je disais avant que notre premier slogan était journaliste suisse de précision. Avec le coronavirus et un élargissement des thématiques qu'on couvre, et je vous raconterai comment après, on pourrait dire que notre slogan aurait pu changer en expert des questions que tout le monde se pose. C'est-à-dire toutes les questions que les gens se posent aujourd'hui sont d'ordre scientifique ou en corrélation avec le Covid, c'est-à-dire que ce soit des questions politiques ou ça a toujours presque un lien avec le Covid. Donc, et nous, on partait dans cette crise avec une équipe d'experts qu'on pourrait plus pointu. Donc, on s'est dit, voilà, on va prendre les questions que tout le monde se pose et puis on va leur donner une réponse vraiment d'experts ultra pointus qui vont pas juste survoler la question, mais qui vont vraiment vous donner tout ce dont vous avez besoin. Là-dessus, je reviendrai aussi sur la méthode, mais le fait de cette image-là nous a vraiment permis de nous envoler en termes de reprise dans les autres médias, en termes de notoriété, et puis après, enfin, tous les chiffres qu'on suit pour définir notre succès ou notre viabilité. Si je devais comparer à une autre échelle, bien sûr, dans le monde, mais un autre média qui a bien réussi à faire ça pendant cette crise était The Atlantic, qui avait régulièrement des papiers références, des prises de température. À un moment donné, on se demande quoi penser de la situation épidémique. Ils avaient vraiment le don de faire le papier qui emballe le tout et qui fait référence. Donc, le résultat, si on veut des chiffres un peu concrets, de janvier à avril, le site est passé... Alors, c'est des chiffres pour les auditeurs français qui sembleront petits, mais au niveau suisse, sont assez énormes. On est passé de 65 000 visiteurs uniques à 985 000 en 3 mois pour une population d'1,5 million de francophones. Donc, la proportion s'explique aussi par le fait qu'on est passé, pendant ces 3 mois, de 30% à 50% de lecteurs qui venaient de France. Donc, la moitié de notre audience en avril venait de France, ce qui s'explique aussi par le fait que sur certains articles, on avait réussi à tellement prendre une place de référence que ça devenait même référence en France. Après le confinement et la période de la pointe de la crise, le trafic est revenu un peu plus bas, à 350 000 visiteurs uniques.
Voilà, on le voit bien sur la courbe à côté, mais ça reste 5 fois plus qu'en début d'année. Et l'enseignement de ça, voilà, c'est que ça a réussi à nous faire passer un palier de notoriété, voilà, de gens qui nous suivent, qui n'est pas négligeable. Donc, ce n'était pas un pic temporaire et passager, c'est vraiment, on est passé dans une nouvelle dimension assez intéressante. Voilà, ce palier passé, on le voit aussi dans notre impact sur les réseaux sociaux. Les taux d'engagement ont explosé pendant le confinement. Mais ça a permis de franchir des paliers qui sont acquis désormais sur Facebook, Instagram et Twitter. Par ailleurs, on a lancé aussi une chaîne TikTok il y a quelques semaines, mois. Donc ça montre aussi l'adaptabilité de l'équipe aux nouveaux usages. Et donc, je sais pas. Oui, bah justement, c'était le moment que je réservais pour des questions sur cette première partie qui est un peu on va dire un tour d'horizon de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui avant de me pencher sur le cas particulier de la recette du succès pendant le Covid. Alors, j'invite par ailleurs le public à poser des questions, notamment dans les commentaires. Mais Paul, moi j'avais une question concernant TikTok, justement. Comment on adapte le format, en fait? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, à peu près? Alors, on avait un très bon point de départ qui était Pop Science, dont je vous parlais avant, qui est un format vraiment un peu à la YouTuber, avec plein d'images, des références pop culture, et puis un ton très dynamique et marrant, qui du coup s'adapte pas mal. Par contre, c'est vrai qu'on ne fait pas des vidéos spécifiquement pour TikTok. Pour l'instant, c'était surtout l'idée de tester, voilà. Et on peut même pas encore en tirer de conclusion. Hein. Donc on met les émissions Pop Science qui sont assez longues, on les coupe en parties et on les met en verticale là-dessus. Et puis après, on avait en vidéo, on a fait aussi pas mal d'interviews d'experts pendant le Covid et on en a mis quelques-unes sur TikTok. Voilà, donc, mais on n'est pas allé plus loin dans la création d'un format spécifiquement pour TikTok parce que voilà, c'est quand même pas le cœur de cible, en tout cas pour l'instant, de nos abonnés. Comme on est vraiment tourné vers l'abonnement, on se concentre sur ce qui existe sur le site, quoi. Et est-ce que vous avez décliné ça aussi sur Instagram, Snapchat ou Oui, pas voilà. Snapchat, mais Instagram, j'ai plus le nombre de followers en tête là, mais on est assez actifs tous les jours. On met les vidéos en format pour Instagram. On fait aussi des stories. Donc, on a aussi des formats visuels propres à Instagram qu'on fait. Là, depuis la rentrée, on a changé un peu. Avant, on était très photo et story. Et là, maintenant, c'est qu'on essaie de faire passer aussi des informations à travers les photos. C'est-à-dire qu'on met du texte sur les photos. Parce que on constate, pas que nous, hein, c'est une tendance globale d'une vraie consommation de l'information sur Instagram. C'est-à-dire que donc là, on met le titre et puis en 3 slides, on va ultra résumer l'article. Mais les gens peuvent s'informer sur Instagram directement. D'accord. Et est-ce qu'il y a un renvoi aussi vers le site, vers le Ouais. site? Il y a des renvois, on utilise un peu des béquilles pour ça parce que pour l'instant, on n'a pas l'ampleur qu'il faut pour pouvoir mettre des liens directement. Je ne sais plus quel est le nombre de followers qu'il faut pour ça, mais on ne l'a pas encore. Donc, mais par contre, on peut mettre des liens dans la bio et du coup, dans ce lien-là, on peut faire varier et du coup renvoyer à la bio où on retrouvera l'article. Ou alors, souvent, c'est quand même l'article qui fait la une du site. Donc, voilà, on renvoie directement à la une du site, quoi. D'accord, parfait. Merci. De rien. Il n'y a pas d'autres questions sur nos Non. débuts? Non. Ben, je vais enchaîner alors sur les clés, voilà, les recettes du succès pendant cette pandémie. Si je devais les résumer, donc je les ai résumés en 3 mots qui sont expertise, flexibilité, diversification. Mais vraiment
donc l'expertise, c'est ce qu'on avait dès le départ, qui était vraiment le concept de base d'ID News. Et puis, flexibilité, diversification, c'est cette souplesse qui nous a permis dans l'urgence, adapter à plusieurs reprises ce qu'on faisait à ce qu'on voyait que les lecteurs voulaient. Et dans une période aussi trouble, c'est vraiment important de, je pense, répondre aux questions de l'audience. Et il y avait un besoin, voilà, il y avait des besoins bien spécifiques en information auxquels on a su répondre, je pense. Donc d'abord, on a eu ces formats, on a identifié dès les premiers jours de la crise un format d'articles qui marchait particulièrement bien et pour lesquels nos abonnés nous remerciaient régulièrement. C'était des papiers vraiment, enfin j'en ai parlé vite fait au début, des papiers qui faisaient le tour de la grande question que tout le monde se pose à ce moment-là. Et grâce à nos journalistes très experts, souvent avec un background scientifique, avec de très bons contacts dans les universités et auprès des plus grands spécialistes en épidémiologie, on réussissait à faire le tour, à répondre à ces questions de manière vraiment, enfin un peu avant tout le monde, quoi. Alors aujourd'hui, quand on revient sur ces papiers, c'est marrant parce que il semble évident, alors qu'à l'époque, c'était tomber sur un titre comme celui-là, pourquoi il ne faut pas espérer un retour à la normale dans les prochains mois. C'était avant même le confinement, je crois. C'était vraiment très surprenant. Mais comme on avait les contacts avec les personnes qui savaient vraiment à quoi il fallait s'attendre, ça nous permettait de le faire. Donc, ce format d'article souvent commencé par un pourquoi, un comment, est souvent illustré par un graphe aussi, voilà, qui permet aussi de visualiser l'information qu'on a du mal à, dans cette période où on a du mal à appréhender les choses, le fait de pouvoir visualiser, c'était très important. Et comme je disais, je l'expliquais avant en répondant à la personne qui demandait, voilà, s'il y avait une période d'essai ou des contenus gratuits, ben, ce type d'articles-là, souvent, on les mettait en gratuit en signifiant bien, voilà, que c'était exceptionnel qu'ils soient en gratuit, mais que c'était parce qu'il y avait un intérêt dans le débat public à ce qu'il soit, voilà, que le plus de monde possible soit informé de ce qu'il y avait dedans. Et voilà, bon, on ne va pas se le cacher, ça nous permettait aussi de nous créer une place dans le débat public à grande échelle. Nos journalistes étaient invités sur les plateaux de télé suisses ou à la radio suite à des articles comme ça, quoi. Dans la prochaine slide, je vous ai mis quelques exemples de ces articles parce que ce sont assez difficiles à définir. Donc, c'est un peu par les exemples peut-être que vous ferez une idée plus précise. Donc, comment sortirons-nous du confinement? Ça, dès le milieu du confinement, il y avait plein de points à éclaircir qui, maintenant, une fois que l'histoire est passée, nous semble évident, mais à l'époque, on était vraiment dans un flou total et c'était très difficile à appréhender. Le remède sera-t-il finalement pire que le coronavirus, qui était un titre un peu provocateur, mais qui était sur toutes les conséquences. Bon, il y avait la crise économique qu'on commençait à prévoir. Ça, on était en plein confinement quand on écrit ça. Et puis aussi le fait que les autres maladies étaient mises en parenthèse, etc., des sujets de ce type-là. Ou alors, un troisième article, c'était Italie ou Suède, pourquoi il n'y a pas de mauvais élèves ni de premier de la classe. C'était au moment où tout le monde portait la Suède au nu et montrait l'Italie du doigt. Et on a montré par plusieurs courbes de chiffres et aussi interviews d'experts que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Donc, voilà ce premier type d'article qu'on a identifié et que du coup, on a multiplié. Un autre format qu'on a très vite identifié comme très important, c'est ce qu'on appelle les questions de lecteurs.
Donc, chez Heidi, il y a une fonction sur la une du site où, quand on est abonné, on peut poser une question à la rédaction et puis la rédaction répond. Donc, ce qui était au début d'Heidi un concept sympathique, un peu tout terrain et pas nécessairement ultra central, est devenu vraiment un moteur. Dans cette période de crise où tout est flou, on recevait plein de questions et on avait des experts ultra bien placés pour y répondre. Là aussi, on ne va pas se cacher, c'était vraiment un énorme succès d'audience à chaque fois parce que, bon, je sais qu'il y a des étudiants en journalisme qui nous écoutent aujourd'hui. Une des pierres angulaires du journaliste, c'est d'être à l'écoute de son lecteur. Si on n'a pas d'input direct du lecteur, d'essayer de se mettre à sa place. On dit toujours, mets-toi à la place du lecteur. Et là, ben, il n'y a pas de meilleur moyen de se mettre à la place du lecteur que de lui confier les clés en fait des sujets qu'on va faire, quoi, du choix des sujets. Dans une période comme ça, qu'est-ce que vous avez envie de savoir, quoi. Et donc cet outil a été très pratique dans notre couverture de la crise. Paul, moi j'ai une question. Justement, donc cet outil a été pratique et notamment cet outil est présent sur votre site, mais est-ce que vous avez aussi utilisé les réseaux sociaux histoire de truster en fait ce genre de questions et de rassembler, enfin d'avoir vraiment le côté appel pour inciter en fait le lecteur à aussi venir sur le site? Oui, alors donc on va dire, comment dire, officiellement, c'est le formulaire réservé à nos abonnés. Si on veut envoyer une question sur la une du site, il faut être connecté en tant qu'abonné. Mais ensuite, voilà, au cœur de la crise, on répondait aussi parfois dans ce format-là à des questions qu'on avait trouvées sur nos réseaux sociaux, qu'on nous avait envoyées par mail, etc. On n'est pas, voilà, comment dire, ultra à cheval sur le concept. C'était plutôt d'un point de vue journalistique que ça nous intéressait. Du coup, d'où que viennent les questions, on les prenait et on y répondait. Et donc, ça peut aller dans le détail, voilà, quand avant les vacances, est-ce qu'on peut à la plage, dans la piscine, etc., être infecté. Je sais pas, j'avais 2-3 exemples. Là, dernièrement, c'était il y a peu d'hospitalisation. En fait-on trop sur le Covid? Cet article-là a eu un énorme succès. Et puis, des fois, voilà, c'est pas réservé au Covid. Là, je ne sais plus quand c'était, mais on était dans la crise et quelqu'un demandait juste mais pourquoi les œufs ne sont pas au frais au supermarché et on doit les mettre au frais à la maison? Et on avait des scientifiques qui nous expliquaient comment les œufs craignaient les différences de température, etc. J'en profite pour poser aussi une question de Claire qui dit « L'avantage d'Instagram, c'est le partage via les stories. Mais avez-vous remarqué une augmentation du nombre de vues, d'abonnements grâce à ces partages ?» Alors en fait, c'est ce que je vous expliquais avant sur ce petit changement qu'on a fait dernièrement dans le type d'image qu'on partage. Alors, là, c'est pas tellement dans les stories, c'est plutôt dans les photos partagées. Mais là, depuis qu'on met le titre d'un article et puis quelques infos en 3 slides, où finalement, on pourrait croire que toute l'info est dite. Voilà, on transforme en brève le gros article qu'on a sur le site. Ben, en fait, on a noté depuis là une grosse augmentation du trafic qui vient de ces stories Instagram sur le site, quoi. Donc ça, il y a vraiment quelque chose qui se passe là depuis quelques mois sur Instagram, sur le fait de gens qui s'informent sur Instagram, qui ne sont pas là juste pour voir des photos, voir des trucs sympas et puis jamais sortir de l'application. Il y a des gens qui s'informent via là et ça marche pas mal. Ensuite, le fait de suivre le nombre d'abonnés générés par Instagram, enfin d'abonnés payants, on n'a pas, enfin je pense que c'est quasi impossible. Hein. Ça c'est très difficile à suivre comme conversion.
Donc, si je continue sur les recettes un peu qu'on a essayé pendant cette crise, je vous ai parlé à plusieurs reprises de la flexibilité. Donc, j'avais quelques exemples de formats très particuliers qu'on a testé. Donc là, vous avez un exemple de data journalisme sur le port du masque dans le Parlement suisse, donc par parti, qui porte un masque, qui n'en porte pas, qui porte quel type de masque, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a monté très rapidement et qui a très bien marché. Donc l'audio, la vidéo, enfin la newsletter transformée en audio, des interviews, des séries d'interviews vidéo d'épidémiologistes. Il faut noter pour ça que voilà, on a peu de développeurs web, mais on a une proximité dans la rédac avec eux qui vraiment, moi, de ce que j'ai vécu dans ma carrière, j'avais jamais vu une rapidité, une si grande rapidité dans le... Voilà, on a une idée, en quelques jours, c'est réalisé, et puis on se parle très rapidement. Il y a beaucoup moins de freins, on va dire, que dans des plus grandes rédactions. Et ça nous a permis voilà, d'avoir toujours un peu un pas d'avance sur ce qui se faisait dans la couverture de la crise et d'être très réactif pour une toute petite équipe comme ça. Donc j'ai un peu l'exemple par excellence de ça qui vous donnera une bonne idée du rythme dont je parle. En fait, avant le début du coronavirus, on avait une newsletter du soir qui s'appelait Le Point Science. Qui était envoyé chaque soir d'une université différente en Suisse et qui permettait de suivre les innovations dans ces universités, mais aussi la vie des universités, les nominations, etc. Dès le premier jour du confinement, enfin même avant le week-end où on a appris que le lundi on serait semi-confiné, en Suisse le confinement était plus souple qu'en France, on a décidé de transformer ce point science en point coronavirus et de en fait l'envoyer chaque soir d'un hôpital différent parce qu'on s'est dit voilà l'information elle sera pas dans les universités, d'ailleurs les universités fermeraient, mais finalement c'est pas parce qu'elles fermaient qu'on changeait ça, on se disait l'information la plus intéressante ce sera dans les hôpitaux. Donc voilà, pratiquement sur la base des mêmes correspondants, on les a transférés dans les hôpitaux, voilà, autour des hôpitaux, et c'était aussi beaucoup par téléphone, etc. On leur a dit, suivez plus l'université, suivez l'hôpital de votre ville. Donc ça, il faut quand même se rendre compte qu'en fait, en 2 jours, ça nous a permis d'avoir une newsletter spécialisée sur le coronavirus. Ça nous a permis de faire aussi la promotion de nos contenus là-dessus, où on a un service sciences et santé d'experts, mais aussi d'avoir la vie dans les hôpitaux chaque jour, des témoignages de soignants, de directeurs d'hôpital, de chercheurs sur le coronavirus, dès le premier jour du confinement. À la fin du confinement, quand la situation s'améliorait, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec cette newsletter? Et on l'a transformée en sortir de la crise. Donc là, chaque jour, on allait parler d'un domaine particulièrement impacté par la crise. Donc la crise continuait, elle était moins spécifiquement hospitalière, elle devenait économique, elle devenait éducationnelle parce que dans les écoles, les universités, il fallait savoir comment on allait retourner à l'école, comment les profs allaient passer du confinement à des semi-classes, etc. Il y avait la science pour ce qui est hors sciences santé, mais tout le monde universitaire, académique était bouleversé. La santé, bien sûr, et puis la culture, on connaît tous le tsunami que ça a été pour le monde culturel, les spectacles, les artistes, comment ils vivent ça, etc. Donc là encore, en une semaine, on a recruté des pigistes sur tous ces domaines pour suivre à chacun leur tour une fois par semaine l'évolution de la crise dans leur domaine. Et du coup, cette newsletter-là, qui a fait l'été, va devenir prochainement, va revivre, on va dire, un réhabillage. Et ça va devenir les points forts. Et du coup, ça veut dire que ces newsletters, chaque jour, lundi sciences, mardi économie, mercredi santé, jeudi éducation, vendredi culture, vont devenir
vont devenir à la carte et autonomes. Et résultat, on se retrouvera avec 5 newsletters hebdomadaires spécialisés qui continueront à couvrir la crise dans ces domaines, mais aussi qui vont finalement devenir des newsletters spécialisés dans ces domaines. Plus on sortira de la crise, plus ce sera des newsletters générales sur ce domaine ou suivre l'actualité de ce domaine quand on a envie de suivre une actualité spécialisée dans un domaine en particulier. Résultat de cette adaptabilité, là je vous ai mis la courbe des abonnés de nos 2 principales newsletters qui sont donc celles du matin dont je vous ai parlé tout au début, qui était un grand succès du lancement, qui a atteint les 10 000 inscrits en un an et qui avait un taux d'ouverture entre 40 et 50%. Donc elle a commencé à progresser gentiment, et puis on voit en gris la newsletter du soir, donc qui est passée de 3 000 à plus de 11 500 inscrits, et donc qui nous a permis, si on veut, alors qu'on avait ce super succès du matin, d'avoir un deuxième pilier, deuxième rendez-vous dans la journée avec une grosse audience à l'échelle suisse. Donc, conséquence de cette évolution, je vous ai parlé du trafic un peu plus tôt. Là, je vous ai parlé du nombre d'inscrits aux newsletters. Ça s'est bien sûr vu dans le nombre d'abonnés. On a multiplié par 2 notre nombre d'abonnés depuis le début de l'année, de 2500 à 5000. Et là encore, comme pour l'audience et pour les followers sur les réseaux sociaux, c'est un acquis, c'est-à-dire là, on n'a plus un pic, mais on a une audience qu'on a acquis et sur laquelle on va pouvoir travailler, continuer de progresser. Donc, le chiffre montre bien à quel point on a passé un stade, une étape fondamentale dans l'existence d'une startup qui a un an et demi, finalement, un peu grâce à la crise, sans être... On ne va pas dire qu'on est des gars, enfin, on pourrait presque dire qu'on fait partie des gagnants de la crise. Donc, voilà, moi, c'est un peu ce que j'avais noté comme... là, j'ai juste une slide qui vous montre les offres qu'on a, les 3 offres commerciales. Mais c'est un peu ce que je pouvais vous dire sur voilà, comment une start-up... plutôt que d'être achevé par la crise, on a réussi à transformer ça en rampe de lancement. Donc c'est un peu ce que j'avais prévu de vous dire aujourd'hui, mais je suis totalement ouvert aux questions parce que finalement, bah oui, un an d'existence, c'est plein de petites histoires que je me réjouis de vous raconter si vous avez des questions en particulier sur notre parcours. Alors, pour l'instant, Paul, il n'y a pas spécialement de questions. J'invite le public virtuel à poser des questions et je tâcherai de les faire remonter. Merci beaucoup, hein, vraiment pour cette explication et comme ça, on a bien pu voir l'évolution d'ID News. Est-ce qu'on pourrait juste résumer comment on est parti voilà, d'un site d'information et comment en fait... juste les petites évolutions. Donc, c'est-à-dire que ID News, c'est quoi? C'est aussi donc une newsletter matinale, comment un projet vidéo, Pop Science. Est-ce qu'on peut juste résumer et un peu redire vraiment le condensé de les stratégies rapidement? C'est vraiment donc bon, sur le concept général, je vous l'ai présenté là, mais si on devait dire qu'est-ce qui a vraiment changé et en quoi on s'est vraiment adapté, parce que c'est vrai qu'on avait entre guillemets, la chance d'être spécialisé en sciences et santé, ce qui est vraiment le bon domaine. On avait les journalistes parfaits pour faire ça. Si on avait décidé de se lancer sur la politique et la culture, ça aurait été un peu moins, on va dire, différenciant par rapport aux autres médias. Mais je pense que on partait il y a 1 an et demi sur un site spécialisé presque à destination des universitaires à un média qui utilise une expertise universitaire pour répondre au grand public. Je pense que c'est ça qui, s'il fallait résumer en une phrase le changement de concept qui, sans changement de
ni d'audience, ni d'équipe, ni même changement de concept drastique du jour au lendemain, mais c'est juste cette évolution progressive qui s'est faite et qui permet de toucher, voilà, d'un site presque professionnel, on est devenu un site grand public, quoi. Voilà, après, bon, j'avais quelques autres chiffres, s'il n'y a pas de questions, sur le fait, voilà, les flux qui produisent entre 5 et 10 articles par jour. Si on compte les petites brèves, si les articles plus longs, c'est plutôt 2 ou 3, les papiers de fond. Rythme qui a augmenté pendant le confinement, mais pas non plus de manière hallucinante, parce qu'on restait sur la même équipe. On n'a pas doublé l'équipe, par contre. On a doublé le trafic, mais pas du tout l'équipe. On n'avait pas du tout les moyens qu'il fallait pour le faire. Oui, un autre élément par rapport à, voilà, si on pose la question de se dire, bon, est-ce qu'on n'a pas eu la chance d'être positionné sur la science et la santé à ce moment-là? Bah là, aujourd'hui, ces recettes d'adaptabilité, de rapidité, on les applique à d'autres sujets. Par exemple, ben, la newsletter du matin, dont je vous décrivais, qui partait d'une ville différente dans le monde tous les matins, ben là, pendant un mois, elle part d'une ville différente des États-Unis. Donc, elle part du Wyoming, de New York, de Miami. Chaque matin, un endroit différent. Donc voilà, on s'adapte à la campagne complètement folle. On transforme cette newsletter pendant un mois. Au début, c'était prévu pour un mois, mais ça risque de durer plus longtemps que ça. Si voilà, rien ne nous empêchera de continuer si le psychodrame continue après l'élection. Et alors, juste pour revenir sur cette newsletter qui vient des États-Unis, on est bien d'accord que c'est vraiment sur la couverture des élections, c'est politique. On met un peu Alors, on garde quand même un peu le côté parce que ça reste une newsletter matinale lue majoritairement en Suisse. Donc, on a une partie déjà avant, quand elle partait de Dakar, de Hong Kong, etc., on avait au début une partie qui était voilà, les infos qui comptent aujourd'hui, les infos à surveiller, enfin, les infos qui comptent d'hier, les infos à surveiller aujourd'hui. Donc là, et puis après, des choses plus spécifiques à la ville en question. Là, on a un peu inversé le truc quand même, parce qu'on va dire que... Donc, on commence par les infos principales de la campagne américaine. Après, on a les infos de la ville en question, ou de son État, ou de sa région, voilà, qu'on soit dans le Wyoming ou à Miami, c'est là aussi qu'il y a une valeur ajoutée assez folle, c'est-à-dire qu'on a un journaliste à Miami qui nous raconte comment ça se passe dans la communauté latino-cubaine. Dans le Wyoming, on apprend des choses complètement qu'on ignorait complètement. Donc, c'est là plutôt les parties vraiment où on apprend des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et puis après, on a quand même le tour de l'actualité généraliste et suisse dans une troisième partie parce que tout simplement, cette newsletter, elle a eu un tel succès que c'est devenu aussi pour beaucoup de gens leur journal matinal, quoi. Donc, la vie continue dans le reste du monde, donc elle existe quand même encore dans cette newsletter. Est-ce que vous avez aussi des retours d'expérience de la part de votre lectorat, en fait, justement, sur cette newsletter qui vient un peu d'ailleurs? C'est-à-dire que moi, par exemple, un lectorat suisse pourrait être vraiment très intéressé par ce qui est spécifique à une ville aux États-Unis ou à Dakar, justement. Est-ce que vous avez eu ce genre de discussion pour voir la stratégie? Bon, les retours qu'on a, ils sont super positifs. C'est-à-dire que ce côté envoyé d'un endroit du monde à chaque fois, c'est fait par des journalistes professionnels et expérimentés. Donc, ils savent expliquer les choses. Voilà, ils vont pas vous expliquer comme évidentes des choses que vous connaissez pas. Ils savent que c'est des lecteurs européens principalement qui la lisent, cette newsletter. Donc, ils l'adaptent. Et par contre, les gens, du coup, découvrent une actu présentée sous forme de brève d'une région qu'ils ne suivent pas nécessairement au quotidien. Donc, tout en ayant un tour de l'actu généraliste. Donc, on a vraiment que des retours positifs sur cette newsletter. Ensuite, sur les États-Unis, on a commencé lundi, donc on n'a pas encore de retour vraiment. Mais je pense qu'il y a toujours aussi cet élément de surprise dans ID News, c'est-à-dire que
toutes ces innovations, voilà, il y en a, comme je disais, il y en a au moins une par mois. On prend les lecteurs par surprise et puis ils aiment bien ça, la newsletter du matin. Parfois, disons une fois toutes les 2 semaines, elle est écrite par... on invite un rédacteur, un chef invité qui peut être un scientifique, un artiste, voilà, qui va prendre la newsletter et puis la faire de son autre ville qui rentre pas dans notre tournus habituel et surtout de son milieu, si on veut, là où le correspondant à Dakar nous parle du monde, il nous parle de l'Afrique, mais vu d'Afrique, et ben lui, il va nous parler de l'invité spécial, il va nous parler du point de vue de son domaine, voilà, de dessinateur, de chercheurs scientifiques, enfin, on en a eu plein. Et puis un autre produit, juste qu'on a encore une innovation. Donc on avait constaté que dans notre couverture, le week-end était un peu laissé à l'abandon. Et donc on a créé une newsletter du dimanche soir, qui est un créneau que moi je connaissais depuis déjà le HuffPost. On avait vraiment identifié ce créneau du dimanche soir où tout le monde revient le week-end et a envie de s'informer. Et donc on l'envoie à 5h tous les dimanches, 5h du soir. Pour faire le tour de ce qui s'est dit pendant le week-end. Le carrefour de la presse dominicale en Suisse est assez énorme, toutes les grandes informations sortent dans la presse dominicale. Donc on fait la revue de tout ce qui s'est dit le week-end, ce qu'il ne faut pas rater, et puis le programme de la semaine qui suit, quoi. Donc c'est un peu un carrefour, on rentre de week-end, on a envie de rattraper ce qu'on a raté, on a envie de préparer la semaine. Et donc c'est un peu ce carrefour du dimanche soir. Donc ça c'est aussi un truc qu'on a imaginé en été, qu'on a lancé à la rentrée, quoi. Et vous parliez de la prochaine innovation. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails donc la prochaine, là, tout de suite, ce sera le point fort. Donc, c'est le fait de balancer cette newsletter du soir, sortir de la crise, donc qui reste quand même très crise du coronavirus, de transformer ça en une série de newsletters spécialisées sur un domaine, avec dans l'optique que le coronavirus prendra de moins en moins de place. Enfin, on parle là pas à court terme parce que c'est plutôt en train de revenir à la charge là, mais ce qui ne nous empêchera pas en fait de continuer un peu à le couvrir dans ces newsletters-là. Mais à terme, voilà, on aura 5 newsletters spécialisés sur ces 5 domaines qu'on a identifiés comme étant les domaines les plus touchés par la crise et donc les plus intéressants à suivre dans les années qui viennent. D'accord. On a une question de Claire qui est assez spécifique, qui demande: est-ce que votre équipe cherche des journalistes et community managers en freelance? Alors, community manager, pas nécessairement. On a internalisé ça, on le gère à l'interne. Ensuite, donc je vous disais au début qu'on a une douzaine de journalistes et une quinzaine de pigistes, mais c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup sur des pigistes, par exemple les newsletters, c'est souvent des pigistes qui s'en occupent dans les différentes villes, mais aussi sur différentes spécialités. Par exemple la culture, on n'a pas d'équipe culture à l'interne, c'est des pigistes externes. Donc oui, je ne vais pas dire que là, aujourd'hui, on est en recherche d'un freelance en particulier, mais avec ce rythme d'innovation, chaque mois, on a des nouveaux pigistes dans notre organisation. D'accord. Merci beaucoup. Si vous voulez intervenir et poser vos questions à Paul, n'hésitez pas. Je m'adresse au public virtuel. Paul, on a encore du temps, donc n'hésitez pas. Bon, il y a un domaine dont je n'ai pas énormément parlé, c'est nos offres commerciales, donc c'est vrai que ce n'est pas tellement ma spécialité. Je les avais sur la présentation, mais donc si on a un peu de temps, on peut se pencher là-dessus, parce que je sais que ça intéresse aussi beaucoup de gens qui ne travailleraient pas nécessairement du côté rédactionnel. Donc on a 3 types d'offres. Ah oui, d'ailleurs, j'allais oublier. On a même, donc je voulais présenter donc on a l'offre purement l'offre digitale qui est purement web, c'est accès à nos newsletters et à notre site.
Est-ce que On pour a... le public français, on peut convertir en fait les francs suisses? Oui, alors c'est pratiquement la même chose, hein. Aujourd'hui, le franc suisse, c'est un des grands soucis de l'économie suisse, c'est que le franc suisse et l'euro est pratiquement à égalité. Donc c'est à peu près ça, 180. Donc c'est vrai que ça fait des gros prix pour la France, mais d'ailleurs, une des offres sur laquelle on réfléchit, c'est de faire une offre ID internationale qui, en fait, serait moins cher, mais réunirait que les articles d'intérêt international, on va dire, en enlevant tout ce qui est spécifiquement suisse. Et donc, la deuxième offre, c'est Explorateur. Donc là, on reçoit les 4 revues imprimées en plus de l'abonnement Internet. Et puis soutien, où on peut mettre plus d'argent, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie dimension, je pense, vraiment dans les retours qu'on a eus pendant le coronavirus, mais aussi avant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le paysage médiatique suisse est vraiment ravagé. Il y a plein de journaux qui ont fermé. Euh, c'est très morose. Et du coup, il y a eu un vrai vague de soutien citoyen. On a eu pas mal de donations, et c'est pour ça qu'on a cette troisième offre où, voilà, vous voulez aussi, vous vous abonnez aussi parce que vous voulez que ce média existe et qu'on en a besoin dans le paysage médiatique suisse, et bien il y a cette offre-là pour vous. Ensuite, on a 2 offres en dehors de ces 3 offres qui sont les 3 offres principales, des offres spécifiques qui sont l'offre jeune, qui est en fait à prix libre, voire gratuite pour les moins de 26 ans sur présentation d'une carte d'identité ou une carte d'étudiant. Qui est, elle, financée par voilà, un mécène qui voulait, qui voulait faire quelque chose pour que les jeunes s'informent, donc il nous a permis de financer ces abonnements-là. Et puis, l'entreprise, l'abonnement entreprise ou institution, où on peut avoir un prix pour un package de 5 abonnements d'un seul coup. Donc, du coup, un public jeune. Est-ce que vous avez aussi pensé à un public très jeune ou adolescent vraiment pour bah, cibler ça, notamment? c'est vraiment la cible de Pop Science. Donc, Pop Science, c'est une fondation pour la promotion de la science auprès des jeunes. Donc, eux, vraiment, le but, alors, c'est pas, ça dépend, c'est pas les tout jeunes adolescents, mais c'est les lycéens, quoi. C'est voilà, de 15 à 20 ans. C'est vraiment le cœur de cible de cette émission. Donc ça, c'est vraiment l'offre qu'on a spécifiquement pour cette tranche d'âge-là. D'ailleurs, comme elle est financée par la Fondation, elle est entièrement gratuite. C'est jamais en payant, ces formats-là. Ouais, et puis donc ce dernier slide que je vous avais préparé, où justement on a fait une offre spéciale pour les gens qui nous suivent aujourd'hui. Voilà, donc il y a un QR code que vous pouvez flasher ou une URL où vous pourrez trouver une offre de 20% de rabais sur nos abonnements jusqu'au 15 octobre. J'ai presque oublié, mais ce petit tour d'horizon de nos abonnements m'a rappelé ça. Je vous le laisse là. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, mais alors là, par contre, c'est vrai que je serais peut-être moins pointu sur le côté commercial et économique de notre modèle. Je pense que pour l'instant, enfin déjà merci beaucoup de partager ce QR code. Je rappelle qu'il sera disponible sur le site de l'EJC jusqu'au 15 octobre de toute façon, nous allons retransmettre cet atelier. Enfin, la vidéo va être enregistrée et retransmise sur le site de l'EJC. Et puis je pense que de toute façon, s'il y a des questions spécifiques, tout est possible et je pense qu'on peut vous contacter ou Oui, très bien. via le logiciel, il y a toujours cette possibilité-là de répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était très intéressant. Merci au public de nous avoir suivis et merci d'avoir posé vos questions aussi. Je vous dis à bientôt. Je m'adresse au public. Je vous dis à bientôt pour d'autres ateliers qui se dérouleront la semaine prochaine. Et quant à vous, Paul, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet atelier. C'était très intéressant de voir l'évolution d'ID News en 1 an et demi. Et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup de m'avoir invité, d'avoir suivi et bonne continuation pour ces ateliers.
Merci. Au revoir. Au revoir.